Bonjour à tous, bienvenue à notre quatrième capsule d'informations sur la médecine. Aujourd'hui, tel que promis, on va parler des fameux GMF. Fait que là, notre étudiant en médecine, il a fait son CARM, sa résidence en médecine familiale, il a son prime dans son endroit avec son AMP et cherche une place pour faire sa prise en charge, voir ses patients au bureau. Selon le milieu de pratique, il y a des fois plus ou moins de choix. Dans quelques milieux, on trouve encore des CLSC où les médecins peuvent travailler. Ça, c'est une réalité qui est tout autre que les GMF. Il n'y a pas de frais de bureau, le fonctionnement est différent, les demandes gouvernementales sont différentes. Aujourd'hui, on va vraiment parler des GMF parce que c'est ce qui est le plus fréquent et le plus mal compris. Dans les petits milieux, il y a une seule clinique, puis dans d'autres, il y en a quelques-unes parmi lesquelles le candidat peut choisir. Ça se magasine, c'est un milieu de travail. On peut rencontrer l'équipe, voir le fonctionnement interne, les coûts de fonctionnement, etc. Mais comment ça fonctionne un GMF? Un GMF, c'est un mélange un peu de privé de public là, dans son fonctionnement. C'est un groupe de médecins de famille qui louent un local pour voir leurs patients faire leur clinique. Ils payent leur secrétaire, le loyer, l'hydro, le ménage, les télécoms, les assurances, etc. Le prix va dépendre d'une région à l'autre parce que le pied carré ne coûte pas la même chose à Montréal ou à Charlevoix, pour dire quelque chose. On voit des prix qui varient entre 3 et 6 000 là, je crois, en général, si je ne me trompe pas. Ensuite, les GMF, pour le reste des dépenses, ont une entente avec le gouvernement. Le tout se joue selon le nombre de patients inscrits à la clinique. Par exemple, entre 6 000 et 9 000 patients à la clinique, on parle d'un niveau GMF 1. Entre 9 et 12 000, un niveau 2, ainsi de suite. Selon le niveau de GMF, il faut que les médecins répondent à certains standards. Un nombre d'heures d'ouverture par semaine, un nombre d'heures défavorables d'ouverture, un nombre de plages de sans rendez-vous, de réorientation de l'urgence, d'orphelins, etc. En contrepartie, pour ces engagements-là, le gouvernement lui injecte de l'argent à la clinique, qui varie aussi selon le niveau de GMF. Il fournit aussi des professionnels comme infirmières, travailleurs sociaux, pharmaciens, etc. On a entendu beaucoup de choses sur les GMF dernièrement, mais je veux réaffirmer les faits. On a des obligations d'ouverture de soir et de fin de semaine, c'est dans notre contrat et on les respecte. Oui, le gouvernement envoie de l'argent pour la clinique et des professionnels au GMF, mais malgré ça, les médecins de famille déboursent beaucoup d'argent de leur poche pour que la clinique roule. On a entendu là un 30% de bonification de notre rémunération pour couvrir les faits, mais on a calculé, puis c'est plus entre 20 et 25% selon les actes, puis ça couvre définitivement pas ce qu'on doit mettre pour que le GMF fonctionne. Il y a certains professionnels qui sont fournis par le gouvernement, mais ils partent régulièrement sur d'autres postes ou en maladie sans être remplacés, souvent pendant plusieurs mois. Nous, on doit respecter nos engagements de notre côté, faute de quoi on perd notre subvention. Mais le gouvernement, souvent, il ne remplit pas sa part du marché en ne fournissant pas nos professionnels auxquels on a le droit et en payant souvent en retard ce qu'il nous doit. Le nombre de professionnels aussi est nettement insuffisant pour vraiment répondre aux besoins du patient. Bon, ceci étant dit, comment ça se passe au jour le jour pour un médecin en GMF? Il fait son horaire de façon à mettre la roue à l'épaule pour, comme je disais, les obligations de sans rendez-vous, de soir, de fin de semaine, de visite d'orphelins, et il met aussi des plages pour voir ses propres patients inscrits. La durée des rendez-vous, c'est décidé par le médecin. On voit encore des médecins qui en mettent là, aux 10-15 minutes, mais de plus en plus, là, les rendez-vous sont plus longs parce que les cas sont plus complexes, puis les gens ont besoin de régler plus d'une chose dans un rendez-vous. Donc, pour beaucoup de médecins, le standard, c'est rendu 30 minutes par rendez-vous. C'est aussi vrai que le médecin, c'est le médecin qui décide combien de plages horaires il veut mettre dans sa journée, à quelle heure il termine, en dehors des obligations de soir et de fin de semaine, bien entendu. Si vous voulez un exemple d'une semaine au bureau pour un médecin, ce que ça pourrait être, ça pourrait être le lundi, je vois mes patients à moi toute la journée. Le mardi, le matin, j'ai du sans rendez-vous, puis l'après-midi, je me garde un peu de temps pour faire la paperasse. Le mercredi, le matin, je vois des patients orphelins, puis mes patients en après-midi. Le jeudi, je peux être en réunion le matin, je vois mes patients à moi l'après-midi. Encore une fois, le vendredi, je vais mettre mes patients le matin, mais l'après-midi, je vais me la garder pour faire de la paperasse. Des fois, la fin de semaine, ça peut être mon tour de voir des patients. Mais des fois, ça peut être aussi là, du travail à la maison, de la paperasse que j'ai pas eu le temps de terminer pendant la semaine. Puis ça se peut aussi que je sois de garde là, au travers de tout ça. J'ai juste mis une semaine de bureau, mais on se rappellera qu'on a des AMP pendant 15 années et donc d'autres choses à couvrir aussi au-delà de ça. Qu'est-ce qu'on voit en bureau? En fait, on voit énormément de détresse psychologique pour laquelle on n'est pas le meilleur professionnel pour le patient, mais malheureusement, on est le seul à qui il a accès. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'assurance pour voir un psychologue, puis même si on avait, le privé ne fournit même plus à demande non plus.
Des fois, on a des listes de problèmes. Des serrements à la poitrine, un mal de ventre qui revient tout le temps, un bouton qui veut pas partir, puis j'ai mal à l'épaule, puis en passant, docteur, j'ai la mycose des ongles, je pense, j'aimerais ça que vous regardiez. Puis nous, de notre côté, on essaie de glisser un peu de prévention, parler de l'arrêt tabagique, de l'activité physique. On essaie de reparler un peu de leur contrôle de diabète, de mettre à jour les dépistages appropriés pour l'âge du patient. Entre les rendez-vous, on reçoit des appels de pharmaciens pour des précisions sur le plan de traitement. Notre infirmière vient nous reparler d'un patient qu'on suit ensemble. Souvent, on dîne sur le coin d'une table en faisant de la paperasse. D'ailleurs, quand on parle de paperasse, c'est quoi? C'est des milliers de choses. Je vous donne des exemples. C'est de faire le suivi des résultats d'imagerie puis de prise de sang. Des fois, il faut refaire le suivi avec le patient, d'autres fois, le rediriger avec l'infirmière pour le suivi. Des demandes de renouvellement de médication de la part de la pharmacie. Des rapports de consultation avec un spécialiste. On doit mettre le dossier à jour avec les nouvelles informations, prévoir certains suivis, parfois parce que le patient nous est retourné, là, il ne suivra pas le spécialiste, il n'y a pas besoin, mais il nous conseille certaines choses. On reçoit des rapports de consultation à l'urgence. Il faut revoir le patient là, pour son arrêt de travail qui a été débuté à l'urgence. On envoie un message à la secrétaire, puis on prend la connaissance de la situation. On reçoit une lettre comme de quoi le patient ne s'est pas présenté ou finalement il a refusé un examen qu'on avait prescrit. On doit appeler ou faire appeler le patient pour comprendre. Est-ce que c'est toujours indiqué? Est-ce que c'est un malentendu? Est-ce que, comme dans certaines situations, le patient va me dire que j'ai jamais reçu les appels finalement? On reçoit aussi des formulaires d'assurance pour un patient en arrêt de travail. Parfois 2 pour le même problème. L'assurance invalidité puis l'assurance maladie grave. Là, un formulaire de crédit d'impôt pour personnes handicapées. 2-3 formulaires de permis de conduire parce que les patients sont plus âgés. Un formulaire pour un échange étudiant de 4 pages où on va demander jusqu'à si la patiente a des douleurs pendant ses menstruations. Je vous dis. Retour d'un formulaire parce que c'était plus le bon. Il y en a un nouveau qui est apparu, on doit compléter le nouveau. Une demande d'accès au dossier par un assureur. Une demande de CRDS qui a été refusée en pédiatrie parce que le patient a 17 ans, puis le temps qu'il soit vu, il va en avoir 18, mais il est refusé en médecine adulte parce qu'il a encore 17 ans. Je vous jure que ça va être les 12 travaux d'Astérix pour arriver à faire voir ce patient-là. Fait que ça, c'est juste quelques exemples de la paperasse qu'on fait. Fait que ça prend beaucoup de temps dans une semaine. Puis ça déborde. On essaie de se mettre des plages, oui, dans nos journées pour faire ça, mais ça déborde. On en fait le soir, on en fait les fins de semaine. Puis, si on revient à ce que je disais avec les AMP, quand on est à l'urgence, quand on est de garde en obstétrique, en hospitalisation, c'est du temps où est-ce que toute cette belle pile-là, elle continue de rentrer pendant qu'on n'est pas là puis qu'on doit rattraper à notre retour. J'espère que ça l'a un peu éclairci quand même comment ça fonctionne, là, la fameuse patente de GMF qu'on entend partout, en au-delà de ce qu'on voit quand nous, on va consulter à la clinique. Puis on se reparle bientôt pour une autre capsule d'information. Bonne journée!